Nous sommes réunis aujourd'hui pour la soutenance de M. Khaled Hamouid pour l'obtention du grade de docteur en sciences, en informatique, option réseau et système distribué, sur le thème sécurité et mécanismes de gestion de confiance dans les réseaux mobiles ad hoc. Donc je présente le jury. Le président c'est professeur Talib Kamal de Djaya, rapporteur professeur Kamal Ati de l'Université du Québec en Ottawa, les examinateurs professeur Hamd Nasser de l'Université de Dabzoa, USTHB, docteur Omar Mabloud de l'Université de Bijaya et professeur Mohamed Meji de l'Université Laval, Québec. Bon, il s'excuse, il ne peut pas être présent aujourd'hui pour des raisons personnelles. Alors on va attaquer la première partie de cette soutenance, c'est votre présentation. Donc, vous avez 40 à 45 minutes. C'est l'essentiel de notre travail. Messieurs les membres du jury, mes chers amis, chers collègues enseignants, honorable assistance, bonjour et soyez bienvenus. J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui mes travaux de recherche s'inscrivant dans le cadre de ma thèse intitulée Sécurité et mécanismes de gestion de confiance dans les réseaux ad hoc, préparée sous la supervision du professeur Kamal Ati de l'Université du Québec en Ontario. Alors, comme le temps m'est imparti et limité par rapport au volume du travail, je vais donc essayer de présenter les choses de façon laconique. Donc, essentiellement, je vais d'abord présenter un bref background sur le domaine de recherche ainsi que les problématiques ciblées par cette thèse. Par rapport à ça, les points qui vont suivre détailleront nos contributions et vers la fin, un slide de conclusion avec des perspectives. Alors, récemment, il y a quelques années, on assiste à un développement spectaculaire des technologies sans fil qui ont vraiment révolutionné le mode de communication. Et grâce à ça, les utilisateurs aujourd'hui ont de plus en plus de possibilités d'accéder à l'information et aux services de n'importe où, et surtout en restant mobile. Et dans ce cadre, les standards définissent deux modes de fonctionnement dans les réseaux sans fil, à savoir le mode PSS où le réseau dispose d'une infrastructure et toute communication entre les deux passe forcément par un point d'accès. Et donc l'avantage évidemment c'est que les fonctions de base de réseau s'effectuent de façon plus efficace grâce à une infrastructure dédiée. Cependant, pour installer, déployer un réseau, ça nécessite une installation préalable de matériel spécifique qui parfois ou souvent coûteuse. Alors que le mode IBSS, le réseau ne s'appuie sur aucune infrastructure et ils ne peuvent communiquer directement les uns aux autres en mode point à point s'ils sont évidemment adjacents, sinon ils peuvent communiquer en multi-saut en passant par les autres nœuds. À partir de ces propriétés du mode IBSS, de nouveaux paradigmes de réseaux sans fil mobile ont été développés, en particulier les réseaux mobiles ad hoc, qui peuvent se déployer à la volée à partir d'un ensemble de nœuds qui sont complètement autonomes, auto-organisés et mobiles, de sorte que la topologie est dynamique en espace et en temps. Donc, compte tenu de ces propriétés, évidemment, les avantages offerts par ces réseaux sont considérables, notamment la simplicité, la spontanéité et la rapidité de déploiement à faible coût, puisque ça ne nécessite pas d'installation préalable d'équipements spécifiques. Et puis, il y a aussi la mobilité, non seulement des nœuds, mais également du réseau, qui fait que le réseau peut être déployé de n'importe où et n'importe quand. Donc, compte tenu de ces avantages, ces réseaux s'avèrent donc idéaux pour énormément d'applications, aussi bien militaires que civiles. Par exemple, les réseaux de capteurs qui peuvent être utilisés dans des scénarios comme la télésurveillance médicale ou la surveillance de l'environnement. Il y a également les réseaux de véhicules, les réseaux tactiques, les pannes, etc. Alors, avant tout, un réseau ad hoc est un réseau sans fil. Et quand on dit un réseau sans fil, on dit contraintes et besoins de sécurité. Évidemment, ces deux choses-là sont étroitement liées. Donc on ne peut pas se passer de la sécurité dans un réseau sans fil. Et pour un réseau ad hoc, cette contrainte est beaucoup plus importante, notamment compte tenu de leur nature d'absence d'infrastructure, d'utilisation des liens sans fil et du manque de relations de confiance préétablies entre les nœuds, qui font que le réseau ad hoc fonctionne dans des conditions plus hostiles qu'un réseau normal. Il est donc primordial d'assurer les services de sécurité de base tels que l'authentification, l'établissement de clés, le contrôle d'accès. Et par rapport à l'élaboration de ces services, les mécanismes de confiance vont jouer un rôle prépondérant pour définir et aider à déterminer en qui peut-on avoir confiance, comment approuver les clés, comment s'authentifier, quelles sont les actions autorisées.
En fait, la notion de confiance peut avoir des définitions complètement différentes dans des contextes différents. Selon nous, la confiance est définie comme étant une relation binaire directionnelle entre deux entités, intrastor et intrastique, qui reflète la prédiction du trustee sur les futures actions du trustee ou sur la validité d'une certaine propriété spécifique du trustee. Donc à partir de cette définition, on peut dire que les mécanismes de confiance vont permettre soit de faire face au comportement malicieux des entités qui participent dans un protocole, ou de servir comme un building block de base pour l'élaboration des services de sécurité de base, à savoir l'authentification, l'établissement de clés, le contrôle d'accès. Et dans ce cadre, on peut définir deux modèles de confiance, à savoir modèle à base de certification et modèle à base de réputation. Évidemment, chacun de ces modèles a ses spécificités, mais de manière générale, le modèle à base de certification est basé sur la distribution de certificats comme étant le trust evidence de base nécessaire à l'établissement de confiance, alors que le modèle à base de réputation est basé sur le monitoring et l'évaluation du comportement. Dans cette thèse, nous nous intéressons plus particulièrement au modèle à base de certification. Donc, pour plus de précision, qu'est-ce que le modèle à base de certification? Dans ce modèle, on dit que A fait confiance à B. S'il y a une tierce entité génère un certificat pour B et A fait confiance à C. Donc, dans cette relation, on appelle l'élément C une tierce partie de confiance servant à établir une relation de confiance entre A et B. Et dans le cadre de ce modèle, il y a en fait essentiellement deux approches principales qui sont les plus répandues, à savoir le Public Key Infrastructure, les PKI, ou bien le modèle PGP. Donc, les PKI reposent exclusivement sur une autorité de certification centrale qui gère, contrôle un domaine d'autorité commun, partagé par un ensemble d'entités qui peuvent faire confiance les unes aux autres en passant par cette autorité de confiance. Donc, on peut dire que l'autorité de certification ici est l'unique tierce partie de confiance pour toutes les entités qui se trouvent dans ce domaine partagé. Évidemment, cette entité représente une entité centralisée, et donc ce modèle, qui est le PKI, en fait, devient un modèle centralisé. Contrairement au modèle PKI, le modèle PGP est un modèle décentralisé, et ne repose pas sur une autorité de certification, mais plutôt ce sont les utilisateurs eux-mêmes qui génèrent des certificats les uns pour les autres. Et de ce fait, le modèle est basé sur la notion de confiance transitive, où c'est A génère un certificat pour C, celui-ci génère un certificat pour B, alors A peut faire confiance à B à travers la chaîne de certificats ACB. Donc ici, l'élément C devient la tierce partie de confiance pour la relation AB. Et en fait, ce n'est pas l'unique tierce partie de confiance, parce qu'A et B peuvent être également des tierces parties de confiance pour d'autres entités. Quand on applique ce principe sur une communauté, on obtient ce qu'on appelle un graphe ou un réseau de confiance, appelé également Web of Trust. Bien que le modèle est décentralisé, mais à partir du moment où tous les certificats sont stockés dans un serveur central, donc le modèle, en fait, devient un modèle centralisé. Donc, partant de cet état de connaissance, la problématique à laquelle nous intéressons sera alors décrite comme suit. Alors, étant donné les contraintes inhérentes aux manettes, cela suscite des questions importantes en ce qui a trait à l'élaboration des modèles de confiance à base de certification dans les manettes. D'abord, par définition, les manettes ne peuvent pas toujours reposer sur une entité centralisée ou sur une tierce partie de confiance fixée au préétabli. Comment va-t-on alors gérer et déployer un système de certification en l'absence de telles autorités? Secondant, comment va-t-on rendre les opérations de certification plus légères pour s'adapter aux ressources limitées des manettes? Troisièmement, comment faire face en eux quand ils deviennent malicieux, compromis, ou quand ils se conduisent mal, sachant que la vie d'un réseau ad hoc dépend de la fiabilité de ces mêmes nœuds? Troisièmement, comment le système de certification puisse s'adapter au passage à l'échelle du réseau, et les changements dynamiques sont toutefois affecter ses performances. Et donc, pour répondre à ces questions, plusieurs efforts se sont focalisés sur l'adaptation des modèles PKI et PGP pour les manettes. Certains chercheurs ont adopté ce qu'on appelle un modèle de certification à seuil, qui consiste à distribuer le rôle de la certification sur l'ensemble des nœuds du réseau,
en utilisant ce qu'on appelle la technique de cryptographie à seuil. Selon cette technique, la clé principale de certification est distribuée en plusieurs clés partielles en utilisant une approche polynomiale, et ces clés-là sont distribuées sur les nœuds de sorte que n'importe quel sous-ensemble de nœuds peuvent reconstruire, si le nombre bien sûr atteint un certain seuil, peuvent reconstruire la clé principale de certification en faisant l'interpolation des clés partielles qu'ils détiennent. Malgré que le modèle est décentralisé, c'est-à-dire il répond à la question de décentralisation, mais à partir du moment où le rôle de certification est distribué sur les nœuds du réseau, cela dit que la sécurité du réseau tout entier dépend de la fiabilité de ces nœuds. Malheureusement, dans un réseau hostile et vulnérable comme celui des manettes, la probabilité que des nœuds deviennent attaqués et compromis n'est pas négligeable. Donc si le nombre de nœuds compromis conspirant à un moment donné atteint le seuil ou dépasse le seuil, cela dit que la sécurité de tout le réseau est compromise. Et même si on augmente le seuil pour y résister, ça va finir par affecter la disponibilité des délais. Donc ceci représente la majeure faiblesse de ce modèle. Quant au modèle PGP, il a été également adapté pour les manettes. Dans ce modèle, le graphe de confiance est établi au fur et à mesure que les nœuds attribuent des certificats les uns pour les autres. Donc, dans ce modèle, les certificats représentent les ingrédients de base du graphe de confiance, et chaque nœud stocke une partie des certificats du graphe de confiance, et à chaque fois que deux nœuds s'apprêtent à s'authentifier, ils doivent échanger leur répertoire, leur code certificat, ici, donc trouver une chaîne qui les relaie. Une fois trouvé, l'authentification se fait en vérifiant un par un tous les certificats constituant la chaîne. Et donc par rapport à ça, la majeure faiblesse de ce modèle, c'est par rapport justement aux opérations relatives à la gestion des chaînes de certificats, à savoir la génération, la vérification, le stockage, l'échange de grosses chaînes de certificats, notamment si on est dans un réseau de grande taille, ce qui ne convient évidemment pas pour un réseau ad hoc, notamment pour des réseaux de grande taille avec des nœuds à faible capacité. Donc, par rapport à tout ça, les challenges et les exigences auxquelles on est confronté quant à l'élaboration d'un modèle de certification sont identifiés donc par ces points, à savoir la décentralisation, la légèreté des opérations de certification, la tolérance à la compromission des nœuds ou le passage à l'échelle du réseau. Donc, toutes les questions que je viens de citer, ainsi que les failles des modèles actuels que je viens également de discuter, représentent les principales problématiques à laquelle nous sommes attaqués dans cette thèse et pour lesquelles on a proposé un certain nombre des solutions qui sont exactement 4 modèles de certification. Mais vu la contrainte du temps, je ne vais présenter que 3 parmi les 4 modèles qu'on a proposés. Alors, dans cette première contribution, on s'intéresse au modèle de certification à seuil. Et comme je l'ai montré tout à l'heure, ce modèle est vulnérable particulièrement aux nœuds compromis conspirants qui peuvent compromettre la sécurité du réseau tout entier si seulement leur nombre atteint le seuil. Donc, pour y remédier, on a proposé un nouveau modèle plus robuste qu'on appelle Threshold Certification with Adaptive DCA Structure, qui consiste à distribuer le rôle de certification, de l'auto-certification sur l'ensemble des nœuds du réseau, dont la structure de distribution change dynamiquement pour s'adapter au taux de menace à un moment donné. Autrement dit, la DCA augmente sa robustesse en fonction du taux de menace. Celui-ci, c'est le risque de compromettre le DCA par une coalition de nœuds compromis conspirants, qui peut s'exprimer également comme la probabilité que le nombre de nœuds compromis à un moment donné atteint ou dépasse le seuil. Donc, dépendamment du fait que le TL est supérieur ou inférieur à un certain seuil qu'on anticipe par TLR pour Threshold of Low Robustness, la DCA peut fonctionner selon une configuration à seuil à un seul niveau ou à multiniveau. Alors, pour plus de détails, voici la mise en œuvre du modèle. Initialement, l'autorité de certification est distribuée sur l'ensemble des noms en utilisant la crypto à seuil avec une configuration standard TN. Et tant que le taux de menace est au-dessous du TLR, c'est-à-dire le seuil, l'autorité de certification garde sa configuration initiale, qui est en fait une distribution à seuil de sa clé principale de certification en un seul niveau, auquel est associé les paramètres T0, 1, 0, qui sont en fait identiques aux anciens aux paramètres initiaux TN. Et selon cette configuration, la certification peut s'effectuer à partir de n'importe quelle coalition T0 parmi 1, 0. Par exemple, si on a le seuil T0 égale à 3, donc il se fait d'une coalition, n'importe laquelle dans le réseau, pour pouvoir construire un certificat. Malheureusement, il en est de même pour un attaquant.
il lui suffit de compromettre n'importe quelle coalition de 3 nœuds pour prendre le contrôle de tout le système de certification. Donc quand on estime que le taux de menace devient supérieur ou égal au TLR, l'autorité de certification passe à une configuration à 2 niveaux, selon laquelle les clés partielles du premier niveau vont subir un deuxième partage à seuil avant qu'elles ne soient supprimées. En résultat, on obtient un deuxième niveau qui est constitué de nouvelles clés partielles qui sont systématiquement groupées en compartiments, de sorte que les clés partielles sont combinables uniquement au sein d'un compartiment. Et à chacun des compartiments, on associe les nouveaux paramètres T1, N1 qui sont évidemment différents des anciens paramètres T0, N0. Et de ce fait, la certification dans cette nouvelle configuration ne s'effectue plus comme tout à l'heure, mais plutôt ça nécessite T1 parmi N10 tiré de au moins T0 compartiments différents. Par exemple, si on a le seuil du premier niveau égal à 3, le seuil du deuxième niveau égal à 2, donc il faudra au minimum 2 nœuds de 3 compartiments différents. Et de cette façon-là, évidemment, la robustesse est censée être systématiquement augmentée. Pourquoi? Parce que dans cette configuration, il ne suffit pas que le nombre de nœuds qui sont compromis atteint le seuil. Mais il faudra également que ces nœuds compromis doivent former la structure nécessaire pour effectuer la certification, ce qui n'était pas le cas dans les anciens modèles où il suffit de compromettre n'importe quel nœud pour prendre le contrôle, casser toute la sécurité du système de certification. Alors, pour évaluer cette approche, on a d'abord étudié l'impact des nœuds compromis sur la disponibilité. Pour ce faire, on a mesuré le taux de succès de certification par rapport aux nœuds compromis. Ensuite, on a mesuré la probabilité de compromission par rapport aux nœuds compromis pour justement examiner le degré de robustesse offert par cette approche quand il y a de plus en plus de nœuds compromis dans le réseau. Alors, comme deuxième contribution, toujours pour remédier au problème de compromission des nœuds dans le modèle de certification à seuil, on a proposé un autre modèle plus efficace qu'on appelle Compromise Tolerant Threshold Certification pour les manettes. Évidemment, ce modèle apporte plus d'avantages par rapport à l'ancien modèle et par rapport au modèle actuel de façon générale, comme je vais le montrer. Donc, avant d'aller dans les détails, l'idée de base de ce modèle, c'est que la certification s'effectue de façon anonyme avec une autorité de certification anonyme. Donc, le modèle est basé sur 2 principes. D'abord, l'autorité de certification est distribuée sur les nœuds selon une nouvelle méthode basée sur le multipartage à seuil qui permet de créer dans le réseau plusieurs coalitions disjointes qui sont valides à la certification, c'est-à-dire partageant le même rôle, à savoir celui de la certification. Et deuxièmement, la composition de ces coalitions est dissimulée de sorte qu'on puisse vérifier la validité d'un certificat, mais qu'on ne peut pas vérifier, plutôt identifier les signataires ou bien les nœuds qui forment la coalition et ont signé ce certificat. Donc, dans notre modèle de confiance, on définit 2 autorités de confiance, à savoir une autorité de pseudonyme et une autorité de certification. La première autorité a pour rôle de gérer et d'assurer l'anonymat de l'autorité de certification, et celle-ci aura comme tâche la gestion des certificats. Évidemment, les 2 autorités sont virtuelles, c'est-à-dire elles sont distribuées sur les nœuds, mais les 2 ne sont pas distribuées de la même manière. L'autorité de pseudonyme est distribuée sur les nœuds selon un partage polynomial avec comme seuil qui doit être au minimum 3/3 du réseau, alors que l'autorité de certification est distribuée de façon anonyme en utilisant un partage polynomial multi-coalition qui permet de créer un certain nombre de coalitions disjointes qui partagent la même autorité, mais qui sont en fait complètement invisibles dans le sens où aucun nœud ne peut déterminer leur composition. Évidemment, chaque coalition disjointe est une coalition valide à la certification qui peut être vue comme une réplique de l'autorité de certification initiale qui a été distribuée. Donc, par rapport à la mise en œuvre de ce modèle, 2 questions se posent. Comment va-t-on assurer, gérer l'anonymat de l'autorité de certification et comment peut-on construire ce type de coalition? C'est ce qu'on va voir. Donc, par rapport d'abord à l'anonymat, c'est une propriété en fait qui permet d'assurer que personne ne peut déterminer la composition des coalitions valides à la certification et que personne, à partir d'un certificat, personne ne peut déterminer quels sont les nœuds qui ont signé ce certificat. Donc, pour matérialiser ceci, on a développé un mécanisme à base de pseudonymes qui a certaines propriétés, à savoir que
n'importe qui peut vérifier la validité d'un pseudonyme, mais personne ne peut en déduire la vraie identité. On a utilisé comme technique la cryptographie vérifiable, qui est en fait un protocole à zéro connaissance, qui permet à un principal P de prouver à un autre principal V qu'un certain message encrypté satisfait une certaine propriété sans toutefois donner ou fournir la moindre information sur ce message. Par exemple, il peut prouver que ce message M est un nombre remis ou c'est par exemple c'est le logarithme discret d'une certaine valeur, ou, etc. Donc voici comment ça se déroule notre protocole de gestion de pseudonymes. D'abord, l'autorité de pseudonyme est déployée de façon distribuée, ce qui consiste à créer un partage pour cycler qui vont être évidemment utilisés dans la génération, la vérification des pseudonymes. Ensuite, les pseudonymes sont générés en deux phases. D'abord, l'API de façon distribuée génère une signature sur l'identité, et en deuxième phase, le pseudonyme final sera produit en appliquant la fonction d'encryption vérifiable sur la signature qui a été précédemment générée. Donc le pseudonyme produit peut être vérifié par n'importe qui en utilisant cette nouvelle version du protocole Proof of Knowledge qu'on a adapté, qui permet non seulement de vérifier qu'un pseudonyme est valide, mais également de vérifier que le pseudonyme appartient bel et bien à un certain propriétaire. Autrement dit, le propriétaire d'un pseudonyme est le seul à pouvoir prouver la validité de ce pseudonyme, ce qui va permettre évidemment de prévenir l'usurpation de pseudonymes. Une fois les pseudonymes sont générés, maintenant les coalitions valides sont plutôt l'autorité de certification sera distribuée en créant un certain nombre M de coalitions, les coalitions valides, dont la composition respecte une certaine structure d'accès général telle que définie formellement par cette expression. Avant tout, donc, une coalition valide serait n'importe quel sous-ensemble de nœuds dont l'interpolation des clés partielles qu'ils détiennent permet de reconstruire le secret partagé. Donc, pour créer ce genre de coalition, on va utiliser la technique de multipartage à seuil, c'est-à-dire à partir d'un secret, on va créer plusieurs partages différents pour le même secret. Pour matérialiser ceci, on propose d'utiliser une approche à base de polynômes, où on va créer plusieurs polynômes de façon aléatoire, qui vont passer tous par le même point sur l'axe 0. Ce point-là représente le secret S à partager. Maintenant, tous les points qui vont être générés à partir de tous les polynômes constitueront notre multipartage de secret. Alors, partant de ce principe, le protocole de création des coalitions anonymes se déroule comme suit. D'abord, les nœuds sont partitionnés en en M coalitions de façon anonyme, c'est-à-dire qu'ils sont représentés par leur pseudonyme au lieu de leur identité au niveau de chaque groupe. Ensuite, on va associer à chacun des groupes un polynôme. Évidemment, les polynômes se diffèrent d'un groupe à l'autre. Ils sont générés de façon distribuée. Et après, quand on applique à chacun on applique le polynôme à chacun des ensembles de pseudonymes auxquels il est associé, on obtient ce qu'on appelle des sous-ensembles disjoints de clés partielles qui sont justement les coalitions valides. Alors, maintenant, une fois le système de certification est initialisé, la certification s'effectue de façon anonyme, bien sûr, à partir de n'importe quel sous-ensemble de T-nœuds qui forment, évidemment, une coalition valide. Mais pour un attaquant qui vise à compromettre la sécurité du réseau en corrompant son système de certification, en fait, il est confronté à attaquer sélectivement les bons nœuds. Mais comme la composition des coalitions n'est pas connue, le mieux qu'il puisse faire, c'est d'attaquer de façon aveugle. Donc, même si le nombre de nœuds, à un moment donné, de nœuds compromis atteint le seuil, cela n'implique pas forcément la compromission de la DCA. Parce que la probabilité pour que ça soit ainsi est équivalente à la probabilité que ces nœuds-là forment une coalition valide, qui est une probabilité négligeable sous certaines conditions, comme je vais le montrer dans les résultats de simulation. Alors, l'anonymat des nœuds ne doit pas les protéger contre la révocation quand ils se conduisent mal. Et à cet effet, on a proposé un mécanisme de traçabilité de révocation qui permet de traquer le nœud malhonnête et de révoquer son anonymat, c'est-à-dire de dévoiler sa vraie identité. Et une fois ce sera fait, le nœud en question sera isolé du réseau en annulant son certificat ainsi que toutes ses clés. Alors, pour évaluer ce modèle, on a effectué une série de simulations en se basant sur MATLAB.
Évidemment, cette analyse est basée sur l'aspect robustesse, du moment que c'est le but principal de cette approche. Alors, avant que je montre les résultats, cette analyse est basée sur les deux métriques, à savoir la probabilité de compromission de la DCA, qu'on a calculée en se basant sur la distribution hypergéométrique. Et aussi, il y a la fenêtre de vulnérabilité qu'on a définie comme étant les intervalles de temps pendant lesquels l'attaquant doit collecter suffisamment de clés partielles pour pouvoir casser le système de certification. Alors, voici alors les résultats. D'abord, on a étudié l'impact de deux facteurs importants sur la robustesse, à savoir le passage à l'échelle du réseau et l'intensité de l'attaque DOS. Donc, comme le montrent clairement les résultats, dans l'approche, la robustesse dans l'approche classique, donc se dégrade rapidement quand on augmente le nombre de nœuds dans la taille du réseau, ainsi que l'intensité de l'attaque DOS. En revanche, notre approche maintient sa robustesse, même si on augmente le nombre de nœuds, et c'est tout le contraire, même si quand on augmente le nombre de nœuds, la robustesse devient de plus en plus forte. Et comme le montre également ce tableau, dans l'approche classique, à partir de 70 nœuds dans le réseau, l'approche classique succombe complètement à la compromission, alors que notre approche reste secure à une probabilité non négligeable. Ensuite, on a étudié l'effet du seuil sur la disponibilité et la robustesse. En fait, le seuil est un paramètre critique qui peut jouer en même temps sur la disponibilité et sur la robustesse. Donc, dans cette expérimentation, on augmente au fur et à mesure la capacité de l'adversaire et à chaque fois, on détermine le seuil requis pour y résister. En résultat, on a trouvé que notre approche offre un très bon compromis entre robustesse et disponibilité, c'est-à-dire on peut diminuer le seuil pour favoriser avoir un bon niveau de disponibilité tout en maintenant un bon niveau de robustesse, qui est en fait considéré comme une amélioration considérable comparativement à l'approche classique où le fait d'augmenter la disponibilité, ça va affecter la robustesse et vice-versa. Voici d'autres résultats qui montrent également les avantages de notre approche, notamment pour la tolérance à la compromission, où on a trouvé que notre approche est X compromise tolerant avec comme X dépasse complètement le seuil, contre seulement T-1 compromise tolerant. Alors, la troisième contribution porte sur le modèle de certification à base de graphes de confiance. Et comme je l'ai montré tout à l'heure, ce modèle, la majeure faiblesse de ce modèle, c'est par rapport aux opérations de chaînage de certification qui sont gourmandes en ressources, ce qui ne convient évidemment pas aux manettes. Donc, pour y remédier, on a proposé un nouveau modèle Web of Trust, selon lequel on supprime carrément le facteur dominant dans le coût, à savoir les chaînes de certificats. Ce qui donne un graphe Ligi sans chaîne de certificats. Et donc, à chaque fois que deux nœuds veulent s'authentifier, ils ne passent pas par une chaîne de certificats, mais plutôt les clés publiques sont auto-certifiées et peuvent être calculées au moment de besoin à partir des identités des nœuds de confiance constituant la chaîne qui mène vers la clé voulue. Évidemment, selon ce modèle, la consommation de ressources sera optimisée considérablement. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura ni stockage de clés publiques, ni échange de certificats, ni vérification, ni génération. Et donc, évidemment, ça va alléger la consommation de ressources. Donc, partant de ce principe, deux questions se posent, à savoir comment peut-on construire ce type de graphe de confiance et comment les nœuds vont s'authentifier à travers ce type de graphe de confiance. D'abord, le graphe de confiance est construit à partir d'une relation de confiance qui est l'unité de base du graphe. Et donc, à cet effet, on définit deux sortes de relations de confiance. Autrement dit, la confiance est séparée en deux niveaux, confiance sur la clé et confiance sur le nœud. Pour la confiance sur la clé, c'est par rapport à l'authenticité de cette clé. Et pour la confiance sur le nœud, c'est par rapport à sa fiabilité quant à la génération des clés et des recommandations. Alors, pour établir une relation de confiance de type clé, voilà l'idée. Si Alice veut certifier Bob, au lieu de lui délivrer un certificat, plutôt elle génère partiellement sa clé privée. De cette façon, la clé publique de Bob devient implicitement authentique pour Alice. Donc, on a utilisé comme technique la cryptographie à base d'identité où
la clé publique devient l'identité. Donc chaque nœud peut créer sa clé à partir d'un seul nœud ou à partir de plusieurs nœuds, dépendamment que le nœud en question possède un ou plusieurs trustors. Et en plus, puisqu'une clé en génère une autre, en fait, les clés sont en quelque sorte liées les unes aux autres cryptographiquement. Autre chose, s'il y a des recommandations et des valeurs de confiance attribuées à un nœud, elles seront incorporées dans sa clé. Et de cette façon-là, ça va permettre évidemment d'éviter qu'un nœud triche au sujet de sa réputation, parce qu'elle est enchâssée dans sa clé. Alors, maintenant, en appliquant le principe de transitivité de confiance à la propagation des relations de confiance des deux types que j'ai montré tout à l'heure, on obtient notre graphe de confiance, dont les sommets sont les nœuds du réseau, et les arêtes représentent les différents types de liens de confiance, à savoir confiance sur la clé ou confiance sur le nœud, ou les deux en même temps. Alors, une fois le graphe de confiance est établi, maintenant comment un nœud pourra déterminer la clé publique auto-certifiée d'un autre nœud en se basant sur le graphe de confiance. En fait, cela se fait en deux phases. D'abord, le nœud, il faudra qu'il effectue ce qu'on appelle une évaluation de confiance de la clé. Et si cette évaluation de confiance est positive, alors il pourra calculer localement la clé et l'utiliser directement parce qu'elle est automatiquement, systématiquement certifiée. Donc, pour effectuer justement l'évaluation de confiance du client, on a proposé une métrique de confiance dans laquelle on définit un ensemble de trois types de statements ou de relations qui peuvent être soit évidentes quand on a la preuve, soit elles peuvent se déduire à partir d'autres statements évidentes en appliquant ce qu'on appelle des règles d'inférence. Chaque nœud initialement dispose ce qu'on appelle une vue initiale, qui est un ensemble de relations qui sont bien sûr qui sont générées en fonction de ce qui est là comme preuve. En se basant sur cette métrique, quand un nœud doit effectuer l'évaluation de confiance d'une certaine clé PKG, par exemple, en fait, il doit parvenir au statement trust and PKG. Donc, soit il le trouve dans sa vue initiale, soit il peut le dériver à partir des règles d'inférence. Donc voici des exemples. Évidemment, j'aimerais juste une précision, c'est-à-dire s'il ne parvient pas à ce statement, évidemment la clé ne sera pas fiable, donc il ne va pas l'utiliser. Donc dans cet exemple, le premier exemple, on a par exemple un certain nœud N1 qui doit évaluer la clé publique, une certaine clé publique PK3. Donc il doit arriver à trouver le statement trust N1 PK3. Évidemment, il n'est pas dans sa vue initiale, donc il va essayer de le dériver à partir des règles d'inférence. Et effectivement, il finit par le trouver en appliquant R3 puis R2, puis R1. Donc la clé dans cette évaluation est fiable, donc il pourra l'utiliser. Dans le deuxième exemple, nous avons toujours un 1 qui doit évaluer la clé PK3, mais cette fois-ci avec un autre graphe de confiance différent. Donc comme le statement trust N1 PK3 n'est pas dans sa vue initiale, donc il faut qu'il applique les règles d'inférence pour la dériver. En fait, il faudra qu'il applique exactement cette règle. Malheureusement, cette règle ne peut pas s'appliquer parce qu'il manque ce statement. Donc, il doit appliquer d'autres règles pour arriver à ce statement. Exactement, ces deux règles-là doivent être appliquées. Malheureusement, les deux ne peuvent pas s'appliquer parce qu'il manque encore des relations qui, malheureusement, n'existent pas à l'origine et qui ne peuvent pas se déduire non plus. Et donc, dans ce cas, l'évaluation est négative. Alors, la clé PK3 pour 1A est une clé non fiable, donc il ne va pas l'utiliser. Alors, pour évaluer cette approche, donc, on a effectué une analyse de performance qui est basée sur la consommation de ressources, à savoir le coût de calcul, la consommation d'énergie et la surcharge en communication et en stockage. Donc, pour faire les tests, on a pris comme type de nœud un PDA IPAC 3970 pour lequel ce tableau montre les coûts temporels et énergétiques par rapport aux opérations élémentaires cryptographiques qui vont être utilisées par les protocoles de base du modèle à base de graphes de confiance ainsi que notre modèle. Donc voici les résultats. En termes de coûts de calcul, de coûts temporels et énergétiques, comme le montrent les résultats, évidemment, notre modèle s'avère le plus optimal. Donc ici, on a étudié l'impact des caractéristiques du graphe en mesurant les coûts temporels énergétiques par rapport à la longueur moyenne d'une chaîne de confiance. Et en résultat, ça confirme effectivement
que notre approche optimise considérablement les coûts temporels énergétiques quand on les compare avec les autres approches. Et c'est la même chose pour la surcharge en communication et en stockage qui optimise également le coût par rapport à ce qui existe déjà. D'accord. Voilà, donc en conclusion, c'est vrai que les manettes offrent énormément d'avantages par rapport à leur homologue réseau filaire ou même réseau sans fil traditionnel. Mais en fait, les caractéristiques qui ont offert les avantages de ces réseaux sont les mêmes qui confrontent ces réseaux à des nouveaux challenges et des problématiques, notamment la sécurité et l'établissement de confiance qui constituent un véritable défi, et malheureusement des protocoles de sécurité qui sont utilisés dans les réseaux classiques, ainsi que les modèles de confiance classiques, que ce soit à base de certification, à base de réputation, ne peuvent pas s'appliquer directement sur les environnements ad hoc, pour la simple raison que ces modèles-là, en fait, sont basés sur des autorités fixées ou préétablies. Et même en fait les modèles qui ont été adaptés présentent encore des faiblesses non négligeables par rapport aux exigences et contraintes de manette. Et par rapport à ça, les approches qu'on a proposées permettent justement de faire face à ces questions et à ces contraintes, notamment la robustesse contre des attaques sur le système de certification, la tolérance à la compromission ou la consommation excessive de ressources ou même le passage à l'échelle du réseau. Alors des extensions peuvent être envisagées à ce travail, notamment pour résoudre certaines questions qui restent ouvertes. D'abord, par rapport à notre modèle Certificateless Web of Trust, une extension peut être envisagée pour éventuellement résoudre la question de révocation de clés, en fait, qui consiste à détecter, supprimer une clé compromise dans une chaîne, sans toutefois affecter toute la chaîne subséquente, chose qui n'a pas encore été faite. Et par ailleurs, il y a aussi la question de calcul des valeurs de confiance initiales nécessaires à l'établissement du graphe de confiance, qui nécessite également un autre effort. Et concernant notre modèle de certification à seuil, une extension peut être également projetée, notamment pour éventuellement améliorer le processus de propagation des requêtes de certification entre les nœuds anonymes qui forment une coalition valide. Et enfin, on pourra également explorer la possibilité d'adapter notre mécanisme de pseudonyme pour faire face, plutôt l'adapter à d'autres contextes, comme par exemple l'appareil VC dans les réseaux ad hoc. Alors, voici les articles réalisés dans le cadre de cette thèse. Donc, on a 3 articles de journal. Les 2 premiers sont déjà publiés, le 3e est soumis. On a également 2 conférences. Et voilà, j'aimerais terminer avec une citation du Martin Luther King qui dit « Tous les progrès sont précaires et la solution d'un problème le confronte à un autre problème ». Sur ceci, je vous dis merci pour votre attention et je laisse la parole à M. le Président.